Bonjour et bienvenue à ce nouveau Science en Tourne. Nous allons aujourd'hui parler des différents muséums et de leur place dans la société. En région Centre-Val de Loire, nous avons la chance d'avoir 4 muséums et un musée d'histoire naturelle. Et pour pouvoir parler de ces différentes missions, je suis en compagnie aujourd'hui de Sébastien Machin, le directeur du Muséum de Bourges. Bonjour à toi. Bonjour. Si un muséum est ancré sur un territoire, est-ce que les différents établissements de la région travaillent conjointement ensemble? Oui, on travaille tous ensemble. En fait, on a créé il y a de ça quelques années une association qui s'appelle REMUS, le réseau des muséums de la région Centre. Et l'idée, c'était dès le départ de pouvoir travailler ensemble sur les collections, l'exposition et la partie médiation. Alors un muséum, c'est une structure culturelle, scientifique, qui est ancrée sur son territoire, qui dépend d'une collectivité, qui peut être une ville, un département, une région. Pour moi, le muséum, c'est avant tout un conservatoire du patrimoine naturel, un conservatoire des archives de la biodiversité et de la géodiversité. C'est une institution patrimoniale et culturelle. Alors, qui est définie par la loi. Il existe une loi qui s'appelle la loi des musées de France qui dit qu'un musée doit conserver des collections, les mettre à disposition de la recherche et également de diffuser des connaissances à partir de ces collections auprès d'un public le plus large. C'est pour moi en fait un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de partage de savoir. Et le propre des muséums, c'est d'avoir des collections d'histoire naturelle de toutes sortes. Et on va s'appuyer sur ces collections pour présenter des expositions permanentes ou des expositions temporaires, ce qui va nous permettre d'entrer en relation avec le public pour échanger. Donc ce que nous montre aux visiteurs, ce sont des vrais objets. Il y a un rapport à l'objet qui est particulier et effectivement, il y a une demande du public et une confrontation réelle qui fait qu'ils se rendent compte par exemple de la taille réelle d'un animal, de sa forme, de son aspect, parfois de sa beauté, ce qui contribue à les sensibiliser à la biodiversité, à la protection de l'environnement. Et ça, c'est une dimension vraiment spécifique des muséums par rapport peut-être à d'autres établissements culturels. Le musée de Châteaudun a la particularité d'être un musée beaux-arts, histoire naturelle. Donc cette ambivalence, nous l'avons depuis la création. En 1864, le musée se crée essentiellement à partir d'objets collectés archéologiquement sur site. Et au fur et à mesure des années, on va avoir d'autres collectionneurs et des dépôts d'État, tableaux ou autres. Donc le marquis de Tarragon est un naturaliste du 19e siècle qui a vécu à Châteaudun tout au long de sa vie ou presque. Il a étudié les sciences naturelles auprès du Muséum d'histoire naturelle de Paris et ensuite, surtout passionné d'ornithologie, il a réalisé des montages artificiels où il a rangé des animaux par famille, donc des oiseaux, essentiellement donc dans un décor artificiel, c'est ce qu'on a devant nous aujourd'hui. Ils ont été restaurés comme des objets d'art et pas comme des spécimens naturalisés exclusivement et ça constitue un intérêt scientifique encore aujourd'hui. D'autre part, la collection Tarragon est également constituée d'objets d'ethnographie. Il avait chez lui un cabinet de curiosité. Et parmi ces objets, on a ici une coiffe qui correspond donc aux haras qui sont juste à côté. Et cette coiffe était un ornement d'un chef indien du Brésil au XIXe siècle. L'origine des collections du Muséum d'histoire naturelle, ce sont des passionnés, donc la Société d'histoire naturelle de Loir-et-Cher, qui a inauguré le premier muséum en 1903 au château de Blois. Face à l'importance des collections, le muséum a été déménagé à l'évêché en 1910 et tout se passait bien jusqu'en 1940 où, à cause de la guerre et des bombardements, le muséum a dû être déménagé en urgence dans les combles du château de Blois où les collections sont restées en dormance pendant une quarantaine d'années. En 1981, la municipalité de Blois décide de rouvrir le muséum. Donc les collections qui sont conservées dans les combles depuis la guerre sont progressivement transférées dans le bâtiment actuel et restaurées à la même occasion. Elles ont subi beaucoup de dégâts pendant les 40 années de dormance, donc tout ne peut pas être transféré et certaines collections sont irrémédiablement perdues et certaines sont encore dans les combles du château puisque nous manquons de place dans le bâtiment actuel. Alors, le Muséum d'histoire naturelle de Tours a une histoire un peu particulière. Il y a eu un premier muséum qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle, vers 1780, muséum sur lequel on a assez peu d'archives. On sait cependant qu'il s'est fortement développé au cours du XIXe siècle. Il y a eu des acquisitions de collections, des Tourangeaux partis à l'étranger ont envoyé effectivement aussi des animaux naturalisés, même des objets ethnographiques venant d'Amérique du Nord, des Indiens d'Amérique du Nord. Cependant, cette histoire va se terminer tragiquement en juin 1940, puisque pendant la guerre, effectivement,
début de la guerre. Le pont qui se trouve à proximité de ce muséum va être bombardé et le bâtiment va être touché, va être entièrement détruit, ainsi que toutes les collections qui ont disparu pour toujours. Alors nous nous trouvons aujourd'hui donc dans le nouveau muséum, puisque effectivement dans les années 80, la ville de Tours a décidé de recréer un nouveau muséum, ce qui n'est pas quelque chose de très fréquent, et il a été ouvert au public en 1989. Pour cela, mon prédécesseur a dû faire l'acquisition de nouvelles collections, puisqu'il n'y avait plus rien, des collections donc en paléontologie, donc des fossiles, mais également en zoologie avec des animaux naturalisés. À mon arrivée, j'ai poursuivi cette politique d'acquisition et on a ici dans cette salle l'exemple de collections qui ont été acquises au cours des 10 dernières années, notamment de grands mammifères, lions, fauves d'hiver, ours. Et bien on a également développé avec mon collègue Arnaud Leroy un pôle collection vivante, donc avec ce qu'on appelle aujourd'hui le vivarium. Le Muséum d'histoire naturelle de Bourges est un muséum récent puisqu'il a un peu moins d'un siècle, donc il est beaucoup plus récent que la plupart des muséums de France. Et sa particularité, c'est d'avoir à la fois des collections d'histoire naturelle assez récentes, on conserve à peu près 200 000 spécimens et objets, et nous étudions et nous faisons tout un travail autour des chauves-souris, ce qui est la grande spécificité de Bourges. Au Muséum d'Orléans, on a une histoire assez riche en matière de pédagogie et de médiation et on a essayé de poursuivre cette lignée dans le développement d'une exposition au pluriel plurimédia où on a un tas de dispositifs et d'outils de médiation qui permettent à chacun finalement d'appréhender ces expos par aussi le canal sensoriel qui lui plaît le plus, que ce soit par le toucher ou par l'auditif ou par d'autres sens. On essaye de développer également des formats de médiation humaine qui développent l'interactivité et la participation finalement du public. Ce sont des collections patrimoniales, c'est-à-dire qu'elles ont pour but d'être conservées pour les générations futures. Elles témoignent d'une époque, elles peuvent témoigner aussi d'espèces qui ont disparu. Dans l'exposition ici, on a par exemple l'ours blanc, peut-être que dans quelques années, effectivement, ça sera une espèce disparue. Donc ça permet de conserver cette mémoire et ainsi de léguer aux générations futures ces traces de vie qui ne seront peut-être plus là à ce moment-là. Et c'est un intérêt aussi pour les chercheurs puisque ce sont des archives. Les collections du 19e siècle peuvent servir à étudier l'évolution des environnements. Donc il y a cette dimension très forte dans ces collections. Au XIXe siècle, les naturalistes ont la possibilité d'acquérir des spécimens naturalisés assez facilement puisqu'il existe tout un réseau destiné à la plumasserie. La plumasserie au XIXe, c'est les décors de robes, les décors de chapeaux ou les colibris montés en broche pour les femmes, pour leur décor, pour leur parure. Donc à partir de là, il existe des catalogues ou des listes où sont regroupés ces animaux. Ces listes sont proposées aux taxidermistes qui vont ensuite monter ou aux naturalistes directement, ce qui a facilité la constitution des collections, y compris celle du Marquis de Tarragone. Nos collections ont aussi un fort intérêt pédagogique, c'est une vocation qui est présente dès la création des premiers muséums. En fait, effectivement, on a du vrai, on a des vrais objets qui permettent d'aborder plein de thématiques. Ça peut être le régime alimentaire, le milieu de vie de ces animaux, mais aussi de sensibiliser les jeunes publics, comme d'ailleurs les publics plus âgés, sur ces animaux, le fait d'être confronté à l'objet dans sa taille réelle, avec, on va dire, sa présence, permet vraiment de toucher les gens et ils écouteront beaucoup plus facilement ce qu'on a à leur dire et ce que d'autres d'ailleurs ont à dire sur le sujet parce qu'ils auront été confrontés au vrai, au réel, à la dimension pleine de ces objets et donc ils pourront le visualiser et plus tard, s'ils voient un reportage télé, une émission ou quoi que ce soit comme discours, ils seront attachés, ils auront un rapport sensible au spécimen, à l'animal, je dirais même. Les connaissances scientifiques que l'on a aujourd'hui sur ces spécimens naturalisés sont très différentes de celles que les naturalistes ou scientifiques pouvaient avoir au XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle. Un exemple est ce paradisier. En fait, le premier spécimen qui a été introduit en Europe est arrivé sans pattes, sans ailes, essentiellement parce qu'il devait être destiné à la plumasserie. Et à partir de là, il y a toute une idéologie qui s'est créée autour de cet animal. Ils ont pu imaginer que l'animal pouvait vivre sans matérialité et sans besoin matériel concret. Il a fallu que les naturalistes et les spécialistes fassent venir un deuxième spécimen qui est arrivé, lui, complet,
pour que cette théorie soit complètement annihilée. Mais encore aujourd'hui, le nom latin de cet animal figure le nom apoda, qui signifie qu'il n'avait pas de pattes. Ces archives de la biodiversité et de la géodiversité, elles ont été, elles sont ou elles seront mobilisées par la recherche scientifique. Par exemple, des collections d'insectes du 19e siècle comparées à des échantillonnages aujourd'hui d'insectes nous permettent de comprendre quels sont les insectes qui ont pu subir des régressions, voire des disparitions, et mieux comprendre l'érosion de la biodiversité qu'on vit aujourd'hui. Donc ici, on est dans la réserve des collections entomologiques, des collections d'insectes du Muséum d'Orléans, avec un grand nombre de collections qui représentent au total quasiment 2 siècles de prélèvements dans la nature de petites bêtes. Et donc, en fait, c'est tout l'intérêt de ces collections, à condition qu'il y ait des renseignements attachés à chaque spécimen, c'est qu'on a 2 siècles de visibilité sur la faune locale. Quand je dis locale, c'est parce que, bien sûr, au Muséum d'Orléans dominent des insectes de la région, et en particulier du Loiret, mais pas seulement. Donc on a ici une boîte de coléoptères aquatiques datant du 19e siècle, avec en particulier cette très grande espèce de dithyque qui vivait dans la région donc au 19e siècle. Il y a des données comme ici 12 ouers sur Trézé, c'est sur l'étiquette, de Sologne, de Brenne, alors qu'on sait que depuis le milieu du XXe siècle, cette espèce n'est plus présente qu'en Europe du Nord et de l'Est. Donc évidemment, ça questionne sur l'évolution du climat, mais aussi d'autres problèmes comme la pollution des eaux et la dégradation des milieux aquatiques. Et c'est avec ce genre d'études, donc sur de nombreuses décennies, qu'on peut arriver à des synthèses et à la publication d'ouvrages comme ceux-là, coédités par la Société pour le Muséum d'Orléans et les Sciences, la SOMOS, le premier qui est paru il y a quelques années sur les papillons du Loiret, et le second sur les punaises qui est paru il y a quelques mois. Donc, les collections du Muséum de Blois abritent de nombreux fossiles régionaux qui datent d'il y a moins 20, moins 15 millions d'années. C'était la période du Miocène. Et ces fossiles attirent des chercheurs qui viennent de tous les pays parce qu'en ce moment, ils travaillent sur la redétermination en fait, d'espèces, peut-être même découvrir de nouveaux animaux. Et les paléontologues ont besoin du matériel conservé dans les musées parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et un paléontologue peut passer plus de temps dans un muséum et en laboratoire que sur le terrain. Le chantier de la Rocade Bourges nous a permis de récupérer un grand nombre de spécimens donc de brachiopodes. Et donc tout l'intérêt, c'est d'avoir une grande diversité déjà au sein des espèces, vu qu'on va avoir ici plusieurs spécimens de térébratules, mais qui vont avoir à l'intérieur même de la même espèce différents caractères qui vont peut-être nous permettre de définir soit des nouvelles sous-espèces ou des nouvelles espèces. Donc c'est très important de récolter un grand nombre, vu qu'en plus du coup d'avoir peut-être des définitions de nouvelles espèces, ça nous permet donc d'avoir une grande diversité de données au sein d'une même espèce et d'un même spécimen. Dans le cadre des travaux de la Rocade, nous avons nous-mêmes prélevé le matériel sur place, donc nous avons déjà toutes les informations à notre disposition. Mais il arrive qu'en tant que structure publique, on a du coup des personnes qui viennent nous apporter du matériel, soit dans le cadre dons de collections qu'ils ont eux-mêmes récoltées au cours de leur vie, ou alors de matériel plus petit, dans le cadre juste qu'ils sont allés récupérer donc, du matériel dans des champs ou dans leur jardin. Dans ce cas-là, on a besoin d'une information cruciale qui va être donc la localité, savoir où le spécimen a été prélevé, vu que dans le cadre géologique, un matériel peut affleurer dans une couche géologique et être différent d'une autre couche 10 km plus loin. Donc c'est très important qu'on ait cette information, sinon ce matériel n'a pas vraiment d'utilité scientifique à proprement parler, mais va plutôt être utilisé dans le cadre pédagogique, vu qu'on ne va pas avoir d'informations à ce sujet, ça va être juste un objet qui va être utile pour certains caractères, mais n'aura pas d'informations à nous donner, nous en tant que scientifiques. Le matériel qu'on va étudier va être donc un matériel assez nettoyé et assez propre, qui nous permet de voir les différents caractères et permettre l'identification. Mais le matériel qu'on va récupérer ou qu'on va nous donner va plutôt être du matériel brut, pris dans la roche, comme ici le calcaire crayeux. Et donc tout l'intérêt, ça va être de bien le nettoyer, de bien l'isoler. Et toute la difficulté, ça va être bien sûr de ne pas abîmer le spécimen par des rayures ou des cassures et de faire sauter donc des caractères spécifiques au genre. Par exemple, ici vous avez donc un brachiopode et un des caractères, ça va être le crochet que vous avez ici. Donc si on l'abîme et qu'on le casse, on ne va pas pouvoir mesurer son diamètre ou différentes données qui vont être très importantes dans le cadre d'une identification ou même de définir une nouvelle espèce. Je vous présente ici 3 spécimens de la même espèce. Vous avez ici particulièrement ce spécimen qui est le plus ancien, il date d'avant 1914, et nous avons ces données de collecte, nous avons un marqueur géographique et un marqueur chronologique. C'est une archive de l'histoire naturelle, ce n'est pas seulement un objet de décoration ou d'exposition.
Ici, j'ai dans les mains le deuxième hibou grand-duc tué dans le Cher en 2011. Il a été tué sur la route. Ce n'est pas un prélèvement volontaire, donc il est important pour nous de conserver l'histoire de nos populations. Aujourd'hui, le grand-duc niche dans notre département. Ce n'était pas le cas en 2011. Et là, c'est vraiment la deuxième observation, alors un peu malheureuse, mais c'est la deuxième observation de cette espèce dans le Cher. J'ai tenu à conserver ce squelette intégralement pour présenter également des détails anatomiques que peu de gens voient, c'est-à-dire l'anneau sclérotique, la trachée, des éléments tendineux qui sont ossifiés chez cet oiseau-là. Tous ces os sont la charpente de l'oiseau, et c'est aussi sur le plan pédagogique un intérêt parce que cet œil ossifié, on le retrouve également chez les dinosaures. Et aujourd'hui, les oiseaux sont nos derniers dinosaures. L'intérêt de conserver la trachée, c'est de présenter quelque chose finalement assez méconnu grand public, c'est la jonction entre les deux bronches et la trachée, qui s'appelle chez les oiseaux la syrinx. Et c'est cet organe-là qui permet, cette jonction ossifiée, qui permet de produire des sons. Et l'intérêt d'avoir cela chez les oiseaux, c'est que quand on étudie les fossiles, on travaille par actualisme. On compare ce que l'on voit aujourd'hui et on fait des projections sur ce qui a existé et qu'on ne voit plus. Et bien, quand on trouve des syrinx chez des dinosaures, on peut en déduire qu'ils étaient capables d'émettre des sons. Alors aujourd'hui, on continue à rentrer, ça c'est essentiel, à rentrer des spécimens en collection. Il m'en arrive régulièrement, je les stocke au congélateur. Je les prépare, alors pas toujours sous cette forme-là, ça dépend de nos besoins en exposition, mais systématiquement, tout ce que je retire du cadavre, je le conserve sous forme osseuse, enfin je conserve les os, et ça me permet d'avoir des collections de références pour les archéologues. Je prélève l'ADN, ça me permet d'avoir des références de génétique pour les généticiens, et je fais également le contenu stomacal, le sexage par dissection, et puis les parasites internes et externes. Et il se trouve que le premier grand-duc du Cher avait un ver qu'il avait dans son tube digestif. Et c'était la première fois qu'on mentionnait ce ver dans le Cher, parce qu'en fait, personne ne regarde jamais les tubes digestifs des oiseaux. Alors, si nous continuons à entrer de nouveaux spécimens, pour toujours cette histoire d'archivage, d'avoir des marqueurs, eh bien, nos vieilles collections, même si elles ne sont pas très belles, pas toujours de bonne facture, continuent à servir. Et la semaine dernière, un scientifique étudiant en thèse de l'Université de Rio de Janeiro, au Brésil, m'a contacté pour consulter. Nos collections sont en ligne, donc il y a eu accès assez facilement. Pour consulter ces deux oiseaux, ce sont deux petites perruches, et vous voyez qu'elles sont très semblables, mais vraisemblablement on a affaire à deux espèces différentes, et l'une de ces deux-là est peut-être une rareté, puisque si c'est bien confirmé, son aire de répartition est extrêmement étroite au Brésil, et avec les déforestations, eh bien, son territoire se réduit encore plus, alors qu'elle est très peu répandue. Donc j'ai peut-être une rareté dans les mains. Pour moi, le muséum, il doit continuer à présenter des animaux qui étaient vivants, qui ont été naturalisés. Et c'est important qu'on puisse toujours rencontrer ces animaux. Si on ne peut plus les rencontrer dans la nature, on les rencontrera dans les musées. Et moi, je garde en mémoire les commentaires des enfants quand ils rencontrent un cerf, quand ils voient le cerf, ils s'émerveillent devant l'animal. Et ça, c'est génial. Le muséum, demain, espérons que ce ne soit pas que des vitrines où on montre des animaux disparus. L'évolution des milieux, malheureusement, fait qu'on a tendance à voir disparaître beaucoup d'animaux. Donc espérons que ce castor qui avait disparu du bord de Loire et qui a été réintroduit, espérons qu'on n'ait pas de nouveau à le réintroduire et qu'on le conserve près de chez nous.